À l'été 1940, d'intenses combats aériens se livrent dans le ciel britannique. C'est la bataille d'Angleterre, dont l'issue sera cruciale pour la suite de la guerre. Sans avertissement, une dizaine de ME-109 ont piqué sur nous, avec le soleil derrière eux. Le ciel s'est rempli de ME-109 avec le nez jaune, des swastikas et de grandes croix noires sur le fuselage. Churchill, le Premier ministre anglais, a averti ses concitoyens. Face à l'offensive allemande, leur liberté est dans la balance. Un avion va alors devenir le symbole de la volonté farouche de résistance de tout un peuple, le Spitfire. C'était un avion fantastique à piloter, parce qu'il faisait facilement des virages glissés et toutes les manœuvres de combat. Je suis très fier d'avoir participé au développement de cet appareil. C'est le plus bel avion de chasse que j'ai piloté de toute ma vie. L'histoire du Spitfire commence en 1931, lors de la Coupe Schneider, une course annuelle d'hydravions. Le Supermarine S-6B atteint alors une vitesse de 550 km/h. C'est la troisième fois qu'un appareil développé par Reginald Mitchell remporte la compétition. Mitchell était un ingénieur brillant et un leader né. Et il avait le contact facile, même si de temps en temps il piquait des colères. Mais l'une de ses principales qualités, c'est qu'il savait très bien choisir ses collaborateurs. À l'époque, les biplans de la Royal Air Force ne dépassent guère les 350 km/h. Alarmé par la vulnérabilité aérienne de la Grande-Bretagne, l'état-major fait un appel d'offres pour un chasseur monoplace. Au bureau d'études Supermarine, Reginald Mitchell met alors au point un prototype, le Type 224. Ses performances se révèlent cependant décevantes car il manque de puissance. Le Type 224 atteint à peine 385 km/h et sa vitesse ascensionnelle est médiocre. En conséquence, le ministère de l'Air porte son choix sur le Gloster Gladiator, un biplan avec une vitesse maximale de 400 km/h. Mécontent des modifications apportées à ses plans pour répondre au cahier des charges, Reginald Mitchell décide alors de travailler sur un nouveau type de chasseur. Il a commencé à développer un appareil à son idée. Et cet avion était équipé de 8 mitrailleuses, d'un cockpit clos, d'un train d'atterrissage rétractable et de tous les perfectionnements nécessaires pour atteindre une vitesse très élevée. Mitchell avait aussi mis au point le concept de construction à revêtement travaillant. C'est-à-dire qu'au lieu d'assembler une structure qui tient toute seule et qu'on recouvre de plaques de métal, le revêtement lui-même supporte une partie de la tension. Et cette idée a été appliquée par la suite au dessin qui a donné naissance au Spitfire. Reginald Mitchell décide par ailleurs d'utiliser un nouveau moteur Rolls-Royce, le PV-12. Il s'agit d'un 12 cylindres à refroidissement par eau, développant une puissance de 1000 chevaux. Ce moteur prendra plus tard le nom de Merlin. When the 15,000 parts that go to make up the Merlin have been assembled, they are by the last test but one. Le nouvel appareil, dénommé Type 300, ne présente que peu de ressemblance avec son prédécesseur, le 224.
Ses ailes, notamment, sont elliptiques, une conception que Reginald Mitchell avait déjà utilisée auparavant. Il a engagé une équipe de spécialistes, des aérodynamiciens, des ingénieurs en résistance des matériaux, des mathématiciens. Le principal aérodynamicien s'appelait Beverly Shenstone, et c'est lui qui a conçu les ailes du Spitfire, leur section et leur forme. En décembre 1934, le nouveau projet est présenté au ministère de l'Air. Avec ses ailes elliptiques et son fuselage monocoque en alliage léger à revêtement travaillant, le Type 300 incarne une véritable révolution par rapport aux appareils en bois et en tissu dont dispose alors la RAF. Or, le besoin d'un chasseur moderne se fait sentir de façon de plus en plus pressante face à la militarisation de l'Allemagne hitlérienne. Pour Reginald Mitchell, le temps presse d'autant plus qu'il souffre d'un cancer. Conscient du potentiel du projet, le ministère de l'Air suit son développement de près. Un cahier des charges est même créé spécialement pour le nouveau chasseur. Enfin, le 5 mars 1936, le premier vol d'essai a lieu. C'est un succès total. Le prototype atteint la vitesse de 540 km/h et ses performances répondent à toutes les attentes des observateurs présents. Reginald Mitchell espère faire bientôt encore mieux. La RAF recrute et de nombreux jeunes hommes impatients d'apprendre à piloter s'engagent volontairement. Je voulais devenir pilote, mais j'ai réalisé que les leçons de pilotage dans le privé, c'était un peu cher pour un jeune comme moi. Alors je me suis dit que l'autre manière de faire, c'était de rejoindre l'armée de l'air. Je suis entré d'un pas résolu dans le bâtiment du ministère de l'Air et j'ai dit « Je veux devenir pilote, qu'est-ce que je dois faire ?» J'ai été au bureau de recrutement et j'ai dit que je voulais devenir pilote. L'officier recruteur m'a dit qu'on pouvait s'engager uniquement en tant que membre d'équipage et que les meilleurs étaient sélectionnés pour devenir pilote. Alors j'ai dit d'accord, faisons comme ça. Là, il a noté mon nom, mon adresse et la profession de mon père. Et puis, il m'a demandé mon métier. J'ai dit que je travaillais chez Supermarine. À quel poste? Apprenti. Apprenti? Il m'a regardé dans les yeux, il a pris la feuille de papier, l'a déchirée et il a dit « Retourne au boulot, mon garçon, on a plus besoin de toi là-bas. » Les jeunes recrues continuent d'être formés sur des biplans qui seront bientôt remplacés par le nouveau chasseur monoplan de Reginald Mitchell. L'appareil d'entraînement au 604e escadron, c'était le Avro 504N. Une version un peu modernisée du Avro 504 qui avait servi pendant la guerre de 14-18. J'ai reçu ma formation de pilote au centre de Grantham. Les appareils étaient très vieux, mais c'est tout ce qu'on avait. Malgré la détérioration de son état de santé, Reginald Mitchell supervise les perfectionnements de l'hélice et du système d'échappement qui permettent au prototype de dépasser les 560 km/h. Tous les appareils de Supermarine avaient un nom commençant par un S. Et le Spitfire devait s'appeler Shrew, la musaraigne. Mais avec un nom pareil, on aurait perdu la guerre. Entre-temps, l'Allemagne nazie poursuit son programme de réarmement à marche forcée. En réaction, le gouvernement britannique décide d'acheter 310 Spitfire pour renforcer rapidement son aviation. À l'époque, c'est la plus grosse commande jamais passée par la RAF. Le 11 juin 1937, Reginald Mitchell meurt à l'âge de 42 ans. L'ingénieur aéronautique visionnaire ne verra jamais l'heure de gloire de sa création. La nouvelle affecte profondément le personnel de Supermarine.
La mort de Mitchell nous a tous beaucoup touchés au bureau d'études. D'ailleurs, je me souviens très bien du jour où il est mort. J'étais en train de travailler au laboratoire avec un collègue, je ne sais plus sur quoi exactement. On s'est arrêtés, nos regards se sont croisés en silence, et puis on a repris le travail. Joe Smith, l'assistant de Reginald Mitchell, le remplace à la tête du bureau d'études. Cependant, la mise en production du Spitfire pose problème, l'atelier Supermarine de Woolston n'étant pas préparé à une fabrication à si grande échelle. Le gouvernement britannique fait alors construire une énorme usine à Castle Bromwich, sous la supervision du fondateur du groupe Morris Motors, Lord Nuffield, dans l'espoir que son expérience de la production industrielle d'automobiles bénéficie au Spitfire. On le voit ici inaugurer le chantier. La production en série du Spitfire est en fait rendue difficile par la complexité du dessin de Reginald Mitchell, notamment les ailes elliptiques de l'appareil et sa cellule. De nouvelles techniques d'assemblage plus sophistiquées doivent être assimilées par la main-d'œuvre. Il fallait être assez agile pour travailler sur le Spitfire et pouvoir tordre son bras pour atteindre différentes parties. À vrai dire, c'était un appareil difficile. Il avait été conçu par quelqu'un qui dessinait sur du papier et qui n'avait pas besoin de faire ses gestes. La RAF passe commande d'un autre chasseur monoplan, le Hawker Hurricane. Cet appareil conserve la structure en bois et en tissu des biplans et sa vitesse de pointe reste inférieure de presque 80 km/h à celle du Spitfire. En revanche, il est robuste et facile à construire. Le Hurricane entre donc très vite en service. À la fin de l'année 1938, 200 Spitfire supplémentaires sont commandés par la RAF. La guerre semble désormais inévitable. On nous a dit qu'il n'y aurait pas d'autres Munich et que l'usine devait être prête pour Pâques 1939. Le 4 août 1938 a lieu la première livraison de Spitfire à une unité opérationnelle de la Royal Air Force. La première fois que j'ai pris place dans un cockpit de Spitfire et que j'ai entendu le rugissement du moteur Merlin, c'était fantastique, un bruit riche et puissant. C'était très rassurant, fabuleux. Au moment du décollage, j'étais partagé. D'une part, la guerre approchait. Mais d'autre part, j'étais aux commandes du meilleur chasseur au monde, le plus rapide. Quand j'ai vu un Spitfire pour la première fois, j'ai été très impressionné. Parce que sur le plan esthétique, c'était vraiment une machine magnifique. Le Spitfire n'était pas forcément plus manœuvrable, mais il était plus puissant. Et c'était comme si le pilote ne faisait qu'un avec l'appareil. Avec une vitesse de pointe de 582 km/h, le Spitfire peut grimper à 20 000 pieds, soit 6 000 mètres, en 9 minutes et demie. Et ses ailes lui confèrent une excellente manœuvrabilité. Autant de qualités que les pilotes britanniques vont rapidement apprendre à apprécier. Le Spitfire était un appareil fantastique à piloter. Au sol, il fallait faire attention parce que le train d'atterrissage était très étroit et le nez un peu lourd. Mais une fois qu'on avait décollé, c'était fabuleux. Bien sûr, c'était fantastique de piloter un Spitfire, parce que les commandes répondaient avec une précision étonnante. L'appareil faisait très facilement des virages glissés et toutes les manœuvres de combat. C'était un jeu d'enfant de piloter un Spitfire. On voyait tout de suite que le Spitfire était fait pour voler. Ces lignes étaient absolument magnifiques. Vraiment. Pour les grands, c'était un peu inconfortable. Mais pour un petit comme moi, c'était très bien. Parfait.
Ça semblait naturel. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on ne pilotait pas le Spitfire. C'était comme enfiler une combinaison et s'envoler. C'est le plus bel avion que j'ai piloté de toute ma vie. Avril 1939, malgré les problèmes de production à la nouvelle usine de Castle Bromwich, la RAF passe une commande pour plus de 1000 Spitfire. Quelques mois plus tard, le 1er septembre, l'Allemagne envahit la Pologne. En 4 jours, l'issue était claire. Les blindés allemands avançaient, leurs bombardiers pilonnaient nos lignes pour préparer le terrain. Et malheureusement, l'aviation polonaise avait des appareils dépassés. On a été écrasé par la puissance de la Luftwaffe. Les pertes ont été lourdes et on a été forcé de se retirer. À 11h du matin, le 3 septembre 1939, la Grande-Bretagne déclare la guerre à l'Allemagne. Sur les 2000 Spitfire commandés, à peine 350 ont été livrés à la RAF. Commence alors la période dite de la drôle de guerre, faite d'incertitude et d'attente. Au sein de la RAF règne un sentiment de frustration, et Geoffrey Quill, le pilote d'essai en chef de Supermarine, a des doutes lui aussi. Il s'en ouvre à Alex Henshaw, titulaire de plusieurs records du monde dans des courses aériennes, qui vient de rejoindre le projet en tant que pilote d'essai à l'usine de Castle Bromwich. Geoffrey Quill m'a dit « Je crois que cette fichue guerre va tourner court et le Spitfire ne sera jamais mis en production. » Et nous étions d'accord pour dire que c'était un appareil difficile à fabriquer et qui coûtait aussi très cher. À ce moment-là, bien sûr, les qualités du Spitfire étaient reconnues par des pilotes qualifiés comme moi-même et d'autres. Mais personne ne savait comment l'appareil se comporterait au combat. Le 16 octobre 1939, les premières victoires du Spitfire sont attribuées à des pilotes des 602e et 603e escadrons. Une formation de bombardiers allemands a été interceptée au-dessus de l'Écosse et 2 appareils ennemis ont été abattus. Cependant, les chaînes de montage de Spitfire rencontrent toujours de nombreux problèmes et la plupart des escadrons de la RAF restent équipés de Hawker Hurricane. Ce sont également ces appareils qui sont envoyés soutenir les troupes britanniques en France. 3 jours après l'entrée en guerre, notre unité a été affectée en France avec 3 autres escadrons de Hurricane. Au début, on n'était pas très actifs. On s'est juste installé dans différents aérodromes. En mai 1940, les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique succombent à l'avancée de l'armée hitlérienne qui fait route vers la France. Très vite, les escadrons de Hurricane ont le dessous face à la Luftwaffe, dont les incursions préparent la progression ennemie. Le front s'effondre. Des flots de réfugiés se déversent sur les routes, tandis que les forces allemandes continuent de progresser vers la côte. Des Spitfire décollent alors de leur base au sud de l'Angleterre avec l'ordre d'intercepter les appareils ennemis qui attaquent les troupes britanniques pendant l'évacuation de Dunkerque. On a rejoint un autre escadron et on a volé ensemble sur 110 ou 130 km pour traverser la Manche. On pouvait voir Dunkerque de très loin parce qu'il y avait une énorme colonne de fumée qui s'élevait à cause des stocks de carburant en feu.
On volait à 15 000 pieds environ et on ne voyait pas grand-chose. Et sans aucun avertissement, le ciel s'est tout à coup rempli de ME-109 avec le nez jaune, des svastikas et des grandes croix noires sur le fuselage. C'était l'heure de vérité. Pour la plupart des pilotes allemands, c'est leur première rencontre avec le Spitfire. C'était notre premier contact avec la Royal Air Force, pour qui on avait beaucoup de respect. Je voudrais dire aussi qu'à l'époque, les pilotes britanniques volaient encore en formation à 3. Ensuite, cela a changé. Ils ont volé à 4 parce que c'était plus flexible. On a suivi la même évolution et on a constaté les avantages et les inconvénients de chaque appareil. Par exemple, quand un Spitfire grimpait en faisant un virage serré, on ne pouvait pas le suivre. En vol, Messerschmitt et Spitfire font jeu égal. Cependant, le ME-109E a 2 mitrailleuses de 7 mm 9 sur le nez et 2 canons sur les ailes qui tirent des obus explosifs de 20 mm. Une puissance de feu avec laquelle les 8 mitrailleuses de 7 mm 7 du Spitfire ne peuvent rivaliser. Les pilotes britanniques doivent en effet s'approcher tout près et ouvrir un feu nourri et précis pour causer des dégâts irréversibles à un appareil ennemi. Mon appareil a été touché en de nombreux endroits, au fuselage, sur les ailes. Il y avait beaucoup d'impacts de balles, mais le comportement en vol de l'appareil n'a pas été affecté. Je n'ai pu échapper au Spitfire qu'en descendant en piqué et en mettant les gaz à fond. Le Spitfire était plus léger, donc il ne pouvait pas suivre un ME-109 en piqué. Suite à l'effondrement de la France, la Luftwaffe peut concentrer ses attaques sur la Grande-Bretagne, en décollant de bases situées juste de l'autre côté de la Manche. Il est donc crucial que la production de Spitfire soit accélérée pour défendre le sud de l'Angleterre. On avait le dos au mur. On avait un besoin désespéré d'avions. Donc c'était la panique dans une certaine mesure. Et l'usine de Castle Bromwich devait absolument commencer à produire des Spitfire. Beaverbrook, le ministre, a alors plus ou moins forcé Neuffield à démissionner et Supermarine a été chargé du projet, au moins pour guider la mise en production. Enfin, la production en série de Spitfire peut commencer. Il était temps. Ensuite, l'urgence, bien sûr, c'était de tester les Spitfire et de les acheminer jusqu'aux bases aériennes. La Luftwaffe dispose alors de 2700 appareils opérationnels, auxquels la Royal Air Force ne peut opposer que 650 chasseurs prêts au combat, dont 230 Spitfire. Pour la Grande-Bretagne, la menace est donc des plus sérieuses. En réalité, les gens comme moi savaient très bien qu'il y avait vraiment un risque de voir les Allemands débarquer dans les îles britanniques en quelques semaines. Bien sûr, aucun de nous ne comptait capituler. Et on était nombreux à vouloir se battre. Mais on pensait que c'était perdu d'avance. Et honnêtement, je crois que si à l'époque on m'avait posé la question « Est-ce que nous allons gagner cette guerre ?», j'aurais répondu « Il nous faudra une sacrée dose de chance ». Face à cette terrible menace, le Spitfire est le dernier rempart. Juin 1940, les forces allemandes ont tout balayé sur leur passage. La bataille d'Angleterre est sur le point de commencer. Spitfire et Messerschmitt se livrant un duel à mort pour le contrôle des cieux. C'était une bataille cruciale. Après tout, les Allemands voulaient envahir l'Angleterre, ce qu'ils ne pouvaient pas faire sans la supériorité aérienne. Avant que les bombardiers décollent pour attaquer l'Angleterre, notre objectif était bien sûr de décimer et d'éliminer d'abord tous les chasseurs ennemis. À ce moment-là, on pensait qu'on allait gagner la guerre. Et pour moi, c'était l'occasion de prouver que j'étais un pilote talentueux et expérimenté.
des nuées de chasseurs allemands tentent d'attirer les pilotes britanniques au combat. On a remarqué que leurs chasseurs décollaient uniquement quand il y avait un raid de bombardiers. Alors, on est venu accompagné de bombardiers qui, du coup, ont attaqué les aérodromes anglais. Là, les chasseurs ennemis décollaient pour tenter d'abattre nos bombardiers et les empêcher de détruire les bases aériennes. Les pilotes de chasse britanniques se tiennent prêts à décoller à chaque instant et grâce au guidage radar, ils interceptent les bombardiers allemands rapidement et efficacement. On scrutait le ciel avec l'estomac noué. On ne voyait rien. Et puis une fois qu'on avait repéré l'ennemi, on se sentait mieux. Même si on savait qu'il allait y avoir du grabuge. Il fallait apprendre très vite à repérer les appareils ennemis. C'était presque comme ajuster sa vision. Et puis, on devait aussi connaître les performances de son appareil. Par exemple, si un équipier criait « break », je faisais un virage très serré, jusqu'à décrocher. Donc, on apprenait sur le tas en permanence. Et si on survivait à cette période d'apprentissage, alors les chances de s'en sortir et de survivre s'amélioraient quelque peu. On ne pensait à rien. On était uniquement concentré sur tout ce qu'on avait appris pour éviter de se faire abattre. Toutes les 10 ou 15 secondes, on regardait par-dessus notre épaule pour vérifier que personne n'arrivait par derrière. Et quand on arrivait à repérer un ennemi, on fonçait droit sur lui. En tout cas, moi, c'est ce que je faisais. Parce que c'est la meilleure façon de procéder. Le rêve de Reginald Mitchell est devenu réalité. Face au ME-109 de la Luftwaffe, le Spitfire s'affirme comme un chasseur d'exception. Le Spitfire était supérieur au Messerschmitt, selon moi. L'appareil n'est cependant pas exempt de défauts. À la différence du système à injection d'essence du ME-109, le moteur Merlin du Spitfire utilise en effet un carburateur à flotteur, lequel est affecté par les forces d'accélération. Lorsque l'appareil descend en piqué, son moteur est privé de carburant. Il perd donc momentanément de la puissance. Au départ, je poussais fort sur le manche pour tenter de m'échapper. Mais si on fait ça avec un Spitfire, le moteur se coupe et on se retrouve dans une position pire encore. Le Spitfire était plus maniable que les chasseurs allemands. Donc, quand le pilote ennemi voyait que je gagnais sur lui et qu'au bout du compte, j'allais réussir à me placer dans sa queue, il disait « Bon, inutile de continuer ». Et il descendait simplement à piquer. Très vite, les pilotes apprennent à surmonter ce défaut. Si je poussais sur le manche pour poursuivre l'ennemi, je perdais de la vitesse. Donc au lieu de piquer, je faisais plutôt un grand virage à gauche en descendant en même temps. Et de cette façon, je me suis retrouvé à 130 ou 140 mètres derrière le chasseur allemand. J'ai tiré et je l'ai touché. Cependant, un autre problème se pose. Quand un ME-109 descendait en piqué, c'était très difficile de le suivre avec le Spitfire. À ce moment-là, les ailerons étaient recouverts de tissu. Donc on ne pouvait pas rester stable en piqué. Parce que, à grande vitesse, leur forme changeait. Au-delà d'une certaine vitesse, je perdais le contrôle de l'appareil. Il tournait et je ne pouvais pas continuer tout droit. Donc, encore une fois, c'était un processus d'apprentissage continuel. Au fil des combats, l'importance vitale du Spitfire de Reginald Mitchell s'impose aux yeux de tous. Et c'est ainsi que naît la légende du chasseur qui a sauvé l'Angleterre.
Face à un ennemi déterminé à écraser toute résistance aérienne, la RAF se bat avec l'énergie du désespoir. Les raids de bombardiers allemands se succèdent, et ce sont les chasseurs des deux camps qui vont déterminer l'issue de la bataille. Le système de défense aérienne britannique est alors le plus sophistiqué au monde. En fonction des informations transmises par les stations radars de la côte, les appareils ennemis à l'approche sont localisés sur des cartes. Il revient alors aux contrôleurs aériens de décider de la réaction britannique. Les Hurricanes, qui font une meilleure plateforme de tir en raison de leur robustesse et de leur stabilité, sont généralement envoyés à la rencontre des bombardiers, tandis que les Spitfire, plus maniables, doivent attaquer les nuées de chasseurs qui accompagnent les raids allemands. Dans les deux unités auxquelles j'ai appartenu, l'objectif principal des Spitfire, c'était de combattre les ME-109, les chasseurs. On nous disait pratiquement de ne pas nous approcher des bombardiers. Et ce qui se passait en général, c'est que quelqu'un annonçait break à la radio parce qu'on était attaqué par des ME-109. Là, on réalisait que c'était un jeu dangereux et que les Allemands n'étaient pas là pour plaisanter. Sans avertissement, une dizaine de ME-109 ont piqué sur nous, avec le soleil derrière eux. On ne les avait pas vus venir et on n'a rien entendu. Jusqu'à ce que quelqu'un crie « Break pour l'amour du ciel !» Il y avait un ME-109 juste devant moi. Il m'avait suivi ou il avait suivi quelqu'un d'autre. En tout cas, il ne me voyait pas. Donc cette fois, c'était mon tour. Au début de la bataille d'Angleterre, en juillet, la RAF reçoit 80 nouveaux Spitfire par mois. Dès août, cependant, la production est triplée et 245 appareils viennent remplacer les 133 perdus au combat. La majorité des escadrons de chasse britanniques restent néanmoins équipés de Hurricane et un plus grand nombre de victoires sera attribué à cet appareil. Pourtant, la silhouette caractéristique du Spitfire marque l'inconscient collectif. Haut dans le ciel, les civils peuvent en effet reconnaître la magnifique création de Reginald Mitchell. Le Spitfire entre dans la légende. C'est le symbole de la bataille d'Angleterre. Le Spitfire est un avion qui parle aux gens parce qu'il est unique et qu'on peut le reconnaître. Quand le ciel était dégagé, on les voyait voler, mais on n'entendait rien, aucun son. Je ne me souviens pas d'avoir entendu quelque chose. On voyait juste ces petits points dans le ciel qui s'affrontaient. On allait au combat avec notre escadrille, qui comprenait 2 escadrons de Hurricane et 2 escadrons de Spitfire. On ouvrait le feu sur toute une rangée de bombardiers. Et quand on arrivait au bout de leur formation, ça commençait à barder méchamment. Tout à coup, on a été attaqué de tous les côtés par des Hurricanes et des Spitfire. Malheureusement, notre groupe, qui n'était déjà plus très fort, s'est dispersé. Et ceux qui ont rompu la formation ont tous été abattus. On a perdu environ 7 appareils ce jour-là. Le Spitfire était plus maniable que nos appareils et à peu près aussi rapide. Mais quand c'était sur le fil du rasoir et que je voulais m'enfuir, je descendais en piqué pour me cacher dans les nuages. L'état-major allemand était très mal informé et il n'était absolument pas en mesure d'évaluer les forces de la RAF correctement pour nous donner des ordres appropriés. En fait, la RAF était bien plus forte que prévu. La force de l'aviation britannique ne repose cependant pas uniquement sur le Spitfire. Le Hurricane et le Spitfire ont chacun leurs partisans. Certains pensent que le Hurricane a été plus important. Mais la vérité,
c'est que la bataille d'Angleterre aurait pu être gagnée par le Spitfire seul. En revanche, si on n'avait pas eu le Spitfire, le Hurricane seul n'aurait pas pu gagner. C'est aussi simple que cela. Le Spitfire continue de jouer un rôle crucial tout au long de la bataille d'Angleterre. En février 1941, le Mark V entre en service. En plus des mitrailleuses, ce nouveau modèle de Spitfire dispose de 2 canons hispano de 20 mm. Un nouvel armement qui entraîne parfois des problèmes. Ces Spitfire étaient armés de canons de 20 mm et de mitrailleuses. Sur les anciens modèles, avec 8 mitrailleuses, il y avait une sorte de bouton de sécurité sur le manche. Quand il était enclenché, le pouce ne rentrait pas. Et quand la sécurité était enlevée, ça rentrait. On pouvait tirer. C'était donc un système de sécurité très sûr. Sur les nouveaux modèles, par contre, le manche avait un minuscule levier avec plusieurs positions. Tir avec les canons, tir avec les mitrailleuses, tir avec les deux à la fois et sécurité. Or, un jour, je vois un M109 arriver droit sur moi. On était à la même altitude. Et je me dis, OK, j'ai une bonne chance puisque j'ai 2 canons et 4 mitrailleuses. Lui n'a qu'un seul canon. Donc je file droit sur lui et tout à coup il redresse en me montrant le ventre de son appareil. Là, j'hésite à tirer parce que d'aussi près, l'explosion risquait de m'atteindre moi aussi. Finalement, j'ouvre le feu et rien ne se passe. Il y avait la sécurité. Désormais déterminée à affronter l'ennemi sur son terrain, la chasse britannique commence à mener des opérations de grande envergure au-dessus de la France occupée, dans l'espoir d'attirer la Luftwaffe au combat. Cependant, le Spitfire est limité par son autonomie. Les pilotes britanniques souffrent donc du même handicap que les équipages de la Luftwaffe l'année précédente. Avant de traverser, on allait faire le plein à l'aérodrome de Manson, dans le Kent. Ensuite, il fallait 40 minutes pour passer la Manche, en essayant de ne pas se faire descendre. Là, on avait 15 ou 20 minutes de vol sur l'objectif, ce qui est très court, et puis on devait repartir. Ces missions n'ont pas été un grand succès parce que les pertes étaient trop importantes par rapport au temps passé là-bas. Le Spitfire Mark V est par ailleurs confronté aux premières versions du nouveau chasseur allemand, le Focke-Wulf 190. Avec une vitesse de pointe de plus de 640 km/h, cet appareil à la manœuvrabilité époustouflante fait des ravages lors de ses premières rencontres avec la RAF. Le FW-190 est donc très vite surnommé le Butcher Bird, l'oiseau bouché, par les pilotes britanniques. Afin de répondre à cette menace, les ingénieurs de Supermarine travaillent à une nouvelle amélioration du Spitfire. Il fallait absolument garder un temps d'avance sur l'ennemi. Donc, lorsque le Focke-Wulf 190 est apparu, nous avons dû améliorer la manœuvrabilité de nos appareils. Et en fait, nous avons ajouté des ailerons assistés, comme la direction assistée qu'on a aujourd'hui sur les voitures. Nous avons fait ça sur des avions, bien avant qu'on ne pense à l'appliquer aux voitures. Les Britanniques reçoivent de plus une aide inattendue lorsqu'un pilote allemand se pose par erreur avec son FW-190 sur un aérodrome de la RAF. L'appareil ennemi est alors examiné sous toutes les coutures. En juin 1942, le Spitfire Mark IX entre en service. When you see the 9 in action, you'll notice all the familiar Spitfire features. The wing shape,
the curved underside and small fin and rudder. And don't forget the new features, the longer nose with the pigeon breast beginning to disappear, and the two symmetrical radiators. That's the Mark IX. Avec une vitesse maximum de presque 660 km/h, le Mark IX redonne l'avantage aux pilotes britanniques. Par ailleurs, le projet de débarquement allié nécessite un appareil capable d'effectuer des missions à basse altitude afin de soutenir les troupes au sol. Later, the wings were clipped to give better maneuverability at low altitudes. Le Spitfire est cependant très vulnérable aux tirs de défense antiaérienne, inévitables à basse altitude. Il y avait des radiateurs avec du liquide de refroidissement. Or, si quelqu'un tire une balle dans le moteur d'une voiture, on ne va pas très loin. Eh bien, c'est la même chose pour un chasseur. Si on était touché à ce niveau-là, le moteur se grippait rapidement parce qu'il n'y avait plus de liquide de refroidissement. Le Spitfire avait été conçu pour jouer un rôle d'intercepteur. Une nouvelle génération de chasseurs bombardiers se révélera donc plus efficace pour les missions d'attaque au sol, notamment le Typhoon, appareil puissant et robuste. Mais grâce à l'esprit visionnaire de Reginald Mitchell, la conception originale du Spitfire permet des améliorations successives afin de répondre à de nouveaux besoins. Missions de reconnaissance photographique à haute altitude ou opérations aéroportées. À partir du premier prototype, Rolls-Royce a bien sûr amélioré le moteur en permanence tout au long de la guerre. L'appareil est devenu de plus en plus lourd et de plus en plus rapide. Donc, il y a eu un travail de développement continu. Le Spitfire est le seul chasseur allié à être resté en service tout au long de la guerre. Sa production n'a jamais été interrompue. En 1945, l'appareil était devenu plus lourd de presque 30%. Son plafond avait augmenté de 10 000 pieds et sa vitesse de pointe de 160 km/h. À l'aube d'une nouvelle ère, celle de l'aviation à réaction, les jours du Spitfire n'en étaient pas moins comptés. Petit à petit, il a disparu et il est venu un moment où la RAF n'utilisait plus de Spitfire. On savait que quelque chose allait se passer. Une commande avait été passée pour des Mark 24. Mais la RAF a alors réalisé que ce qu'il lui fallait, c'était des avions à réaction. Les derniers Spitfire de la RAF sont retirés du service en 1954. En comptant les différentes variantes, l'appareil a été construit à plus de 22 500 exemplaires qui ont combattu sur tous les fronts. Le secret de ce succès et de cette remarquable longévité, c'est l'extraordinaire conception aérodynamique de Reginald Mitchell. Je me souviens que Reginald Mitchell disait souvent « si c'est beau, c'est bon ». Le Spitfire était beau et nous en retirions tous un certain sentiment de fierté parce que nous savions que c'était une réussite. De fait, c'est la beauté de l'appareil, autant que sa puissance, qui l'a rendu cher à tous ceux qui l'ont piloté. J'en suis tombé amoureux. C'est le plus bel avion de chasse que j'ai piloté de toute ma vie. La puissance et la grâce du Spitfire en sont ainsi venues à symboliser l'esprit combatif des Britanniques, durant cette période difficile où ils ont combattu avec l'énergie du désespoir. Il y a un tel mythe autour du Spitfire qu'il restera à jamais inégalé. Tant que le monde sera monde, on reconnaîtra la contribution du Spitfire à la victoire dans une des plus grandes batailles de l'histoire.